Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Et c'est la reprise des jeux Talk avec un jeu que j'attendais depuis longtemps. Il s'agit de Vampire Rivals. Je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti. Vampire Rivals, un jeu que j'attendais depuis longtemps. J'ai loupé le KS. Non, c'est pas vrai, j'ai pas loupé le KS, je voulais pas y aller parce que voilà, il m'était dit que j'allais plus faire de KS. C'est un jeu qui a été issu d'une campagne Kickstarter de chez Renegade Games, qui a été traduit et localisé en VF par Ori Games, qui m'a envoyé justement cette boîte pour pouvoir faire cette vidéo. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 30, voire même moins quand on arrive à faire des trucs assez frénétiques, jusqu'à au-delà de 60 minutes, parce qu'à 4 joueurs, ça peut être un peu plus colossal. C'est un jeu de type affrontement, on va dire diplomatie, influence et conspiration. Et vous allez voir, tout ceci, c'est un mélange, un melting pot de pas mal de choses. C'est un jeu, avant que j'oublie, oh là là, directement, et je suis con que je suis, de Matt Ira, avec différents illustrateurs qui sont à la fois très bonnes comme, on va dire, très moyennes, voire pas du tout pour mon sentiment personnel. Et ça reprend un peu l'essence de Vampire la Mascarade, le World of Darkness du jeu de rôle, qui emprunte un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, les mécaniques du précédent Vampire The Eternal Struggle, le jeu de Richard Garfield, à qui on doit aussi Netrunner et à qui on doit aussi Magic, King of Tokyo, etc. Laissez-moi juste vous conter un tout petit peu le pitch de ce Vampire Rivals. Vous allez jouer l'un des célèbres clans Vampire la Mascarade, à savoir les Toréadors avec leur beauté, les Ventrous avec leur autorité, les Brujas avec leur férocité et les Malkaviens avec leur folie. Vous allez avoir un rival attitré, le but étant de le détruire, mais vous pouvez avoir une autre condition supplémentaire de gagner, à savoir arriver à 13 points de prestige, et d'autres conditions de défaite, soit vous perdez l'ensemble de vos vampires, ils sont en torpeur, soit vous perdez l'ensemble de votre base de sang et vous perdez directement la partie en mettant fin à la fois à la partie pour les autres joueurs. Donc vous allez voir, il y a plein de petits stratagèmes à faire. Ce jeu vaut une 50aine d'euros. Si vous voulez vous le procurer, je vous mettrai le lien en descriptif directement. En même temps, ça aidera la chaîne, donc ça sera super sympa si vous passez par ce lien. Et comme je vous l'ai dit, ça va être un jeu où il faudra prendre l'ascension sur San Francisco en essayant de détruire son opposant pour gagner directement la partie. Alors on se fait un petit focus là-dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte de Vampire Rivals, un jeu que je rappelle que vous pouvez retrouver en VF chez Ori Games France et de Renegade Games. Dans ce jeu, 4 decks directement préconstruits avec un deck ici supplémentaire de cartes où vous allez justement pouvoir harmoniser l'ensemble de vos decks. J'y reviendrai juste en fin de vidéo pour vous montrer un tout petit peu l'aspect préparation de cartes avant de jouer, puisque c'est un jeu comme Marvel Champions, etc. où vous allez pouvoir préparer votre paquet de cartes et venir directement avec votre clan. Le clan ici, d'ailleurs, on le rappelle, il s'agit des Toréadors contre les Malkaviens dans cet exemple. Un vampire, par exemple, a sa base de sang initiale, c'est ses points de vie, mais aussi sa puissance sanguine pour pouvoir jouer des cartes d'attaque ou autres cartes qui recommandent de la puissance sanguine. Vous allez voir le pourquoi du comment. 3 types d'attaques, une attaque de griffe qui est l'attaque bleutée, qui est l'attaque physique, une attaque sociale qui est le rouge avec les 2 petites canines et le baiser, ainsi que l'attaque mentale qui est le jaune avec le petit cerveau qui se trouve ici. C'est à la fois l'attaque et c'est aussi à la fois la défense, la réduction que vous allez faire quand on va vous attaquer avec l'un des 3 attributs. Ici se retrouve une iconographie qui va faire plaisir peut-être aux anciens joueurs de VTS, Vampire The Eternal Struggle en raccourcissant, qui va être l'icône un peu qu'on retrouvait un tout petit peu auparavant. Chaque joueur va commencer avec un joueur qu'on va appeler son meneur. Le meneur va être le meneur de la coterie ici des Toréadors, qui va vous donner +1 en influence. L'influence va avoir une partie prédominante autour de la table quand il va falloir faire des conflits d'influence. J'y reviendrai avec un exemple, ne vous inquiétez pas. Chaque vampire va jouer avec un refuge, il y en a différents dans la boîte de base, donc on peut mixer, etc. C'est super sympa. Ainsi qu'une cabale qui va être un tout petit peu votre gameplay au niveau de la partie. C'est-à-dire que là, la cabale va vous permettre d'avoir des pantins dans votre coterie directement, comme son nom l'indique. Et quand vous recrutez dans votre coterie un servant citoyen, vous gagnez directement 1 point de prestige. Et si vous avez bien suivi la vidéo, quand vous en gagnez 13, vous mettez fin à la partie automatiquement et vous gagnez surtout la partie. Les vampires ne viennent pas comme ça, il va falloir leur donner votre propre sang. On commence avec une base de 20 compteurs d'influence, mais qui sont aussi des valeurs sanguines qui se trouvent derrière. C'est-à-dire que l'exogène à 6, on va tout de suite mettre
eh bien 6 points de vie là-dessus venant dans notre propre banque personnelle de sang. Ça veut dire que de 20, on passe à 14. Et une des conditions de défaite, vous allez voir, c'est si vous êtes à 0, vous mettez fin à la partie. Celui qui a le plus de points de prestige gagne directement la partie. Donc vous voyez, hein, il va falloir faire attention puisque faire ramener des vampires, c'est aussi perdre dans votre banque de sang, mais c'est surtout renforcer quand même votre coterie, puisque je le rappelle, si vous jouez qu'avec un seul vampire, vous vous faites taper dessus, il est en torpeur, vous n'en avez plus d'autres, vous perdez aussi directement la partie. Plusieurs petits stratagèmes à mettre en place qui sont hyper sympas. Le premier joueur va tirer des cartes, ici 4 de sa bibliothèque, et une carte ici de son deck vampire. Il y a 2 decks totalement différents, et la même chose de l'autre côté, sauf qu'il va prendre 2 cartes ici vampire, et 4 cartes ici de la bibliothèque. Quand vous jouez à 3 ou 4 joueurs, eh bien, chaque joueur va récupérer un token qui va lui donner le nombre du joueur qui va être son rival. C'est-à-dire que là, à 2 joueurs, il n'est pas nécessaire de prendre un jeton comme ça joueur. Par contre, quand vous êtes à 3 et 4, vous allez voir que le joueur 4, c'est votre rival. Donc, ça va être lui qu'il va falloir taper pour pouvoir gagner directement la partie. Une fois que tout ceci a été fait, vous allez avoir différentes zones de jeu. La zone de jeu qui est la vôtre, ainsi qu'une deuxième zone de jeu qui est commune en fait à tout le monde, qui sont les rues de San Francisco. À votre début de partie durant le setup, vous allez mettre un nombre de cartes qui est égal au nombre de joueurs autour de la table. Dans ce deck de San Francisco, c'est un deck qui est un monde un peu vivant. On va retrouver des événements de rue, on va retrouver des mortels qui vont pouvoir redevenir des servants si vous arrivez à les tuer, mais nous allons surtout trouver aussi des antagonistes qui sont par exemple ici la division des affaires spéciales qui vont vous taper dessus et qui sont neutres, qui vont taper à la fois votre clan vampire mais l'ensemble des clans vampires aussi à la fin de chaque tour de clan si vous n'arrivez pas à le tuer. Donc il y a peut-être une petite alliance qui va commencer à se faire là-dessus, sachant que le deck ici, quand vous voulez taper quelqu'un, il va falloir faire le maximum de points de dégâts d'un coup pour pouvoir le tuer. Vous ne pouvez pas emmagasiner certains dégâts comme vous pouvez le faire chez les autres vampires quand vous les attaquez. À votre tour de jeu, c'est très simple, il y a 3 phases. La phase initiale où on va remettre une carte du deck. Pour le setup, on en met un nombre de cartes par rapport au nombre de joueurs, mais ensuite on va toujours en remettre une à chaque tour, donc il n'y a pas de problème. Et vous allez brûler les cartes qui vous demandent d'être brûlées. Brûler une carte, c'est une notion dans ce jeu qui est de retirer la carte de la partie et elle ne se retrouvera pas du tout dans la défausse. Il n'y a pas de défausse dans le jeu, entre guillemets, où vous allez pouvoir remélanger comme Marvel Champions ou Netrunner. Dès que vous n'avez plus de cartes dans votre défausse, vous jouez avec les cartes que vous avez dans la main et vous avez une taille de main illimitée. Donc à vous ensuite de faire vos choix, etc. Arrive votre phase d'action. La phase d'action est très simple, vous allez avoir votre deck qui est constitué ici de cartes, voilà j'ai fait pour l'exemple un peu petit panaché, et vous allez avoir aussi des cartes qui sont des vampires. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire 2 actions, vous pouvez faire 2 fois la même sans problème. Des actions qui sont les suivantes. Il faut distinguer 2 types d'actions. Les actions qui sont à la fois libres, qui ne vont pas recommander d'avoir à activer un vampire pour pouvoir jouer l'action, et des actions qui sont d'activation, où vous allez devoir activer un vampire pour faire une conspiration, pour aller pouvoir attaquer quelqu'un dans les rues, pour pouvoir taper un autre vampire qui se trouverait dans les rues, ou pour pouvoir aller taper directement un vampire dans son refuge, puisqu'il est possible aussi de taper un vampire dans son refuge avec sa bande organisée. Ça recommande de mettre directement et d'incliner le joueur comme ça, vampire. Par contre, les actions libres qui sont tirer une carte de l'un des 2 paquets ou alors recruter un vampire sont des actions libres qui ne recommandent pas de jouer un vampire. C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais mettre Ty Smith ici, je le recrute avec 3 de sang, donc vous voyez, j'ai plus beaucoup de sang ici, donc il va falloir que je fasse quand même attention. Et le vampire ici me prend par exemple une action. Une autre action, c'est de l'envoyer directement, par exemple, voir un citoyen pour pouvoir soit me nourrir, ou soit l'embrigader et l'attacher pour avoir des spécificités supplémentaires, etc. Donc quand vous envoyez quelqu'un dans la rue, ça peut être l'ensemble de votre coterie et ça peut être aussi différents groupes que vous allez pouvoir faire. Donc dans ma coterie, j'ai 2 vampires, je peux dire que lui va se mettre tout seul et lui va se mettre tout seul. J'ai un groupe de 1, ou j'ai un groupe de 2, ou j'ai un groupe de 3, un groupe de 2. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? C'est super important. Quand vous allez avoir des effets de cartes, on va vous dire si vous jouez cette action et dans votre groupe, il y a cette icône, vous pouvez faire ça en plus. Donc c'est super important, il y a plein de combos à faire, etc. Et puis surtout, vous pouvez bloquer avec des vampires si on vient vous attaquer
pouvez dire que non, finalement, c'est celui-ci qui va prendre la tatane et non pas celle-ci. Donc, il y a plein de petites choses aussi à faire à côté, sans problème. Donc, aller dans la rue, c'est 0 action, il n'y a pas de souci là-dedans. Vous pouvez revendiquer des titres, notamment le titre de Prince de New York, qui est une carte très 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 forte du jeu. Et vous allez le voir, je vous l'ai expliqué, qui va vous donner vraiment un bump assez supplémentaire. Jouer des cartes d'action et d'effectuer bien évidemment une attaque. Quand vous allez effectuer une attaque, eh bien c'est aussi simple. Vous allez incliner un vampire en disant que celui-ci attaque. Par exemple, si je veux eh bien, aller séduire le sportif ici citoyen, pour l'avoir en tant que servant, je vais incliner l'Ixuchen et je vais faire tout de suite une attaque de séduction sociale avec 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien voilà, je vais essayer de récupérer ou alors de me soigner, puisque vous pouvez bouffer carrément les citoyens, les vider de leur sang pour pouvoir régénérer votre vampire et non pas les payer là-dessus. Vous allez voir quand vous êtes en torpeur, c'est un peu compliqué. Et là, vous avez une situation de groupe, par exemple, avec l'Ixuchen. Le groupe, tant que ce personnage a un servant, à chacun de vos tours, la première attaque de baiser, donc sociale de ce groupe, inflige +1 à la cible. Donc vous voyez que l'Ixuchen a tout intérêt à avoir des servants pour augmenter justement sa caractéristique d'attaque. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça joue, ça joue vraiment par gameplay et par carte. Allez pas non plus attaquer tout le monde, ça ne sert à rien avec certaines personnes. Donc là, je vais essayer de séduire lui. J'ai 2. Par contre, il me faut 3. Donc je suis dans l'obligation d'avoir à chaque fois le max pour pouvoir détruire une carte et la séduire. Et bien là, je peux me dire, bah tiens, je vais essayer de jouer par exemple une carte face cachée qui va me permettre d'avoir +1 par exemple. Donc je vais jouer une carte face cachée. Pour les attaques, c'est ce système-là. Vous inclinez une personne qui attaque, vous ciblez ensuite le défenseur. Vous pouvez ensuite jouer une carte face cachée qui va être une carte qui va renforcer votre attaque. Par exemple, ici, je joue Argument Mordant qui se joue uniquement durant une attaque de séduction. Je choisis entre soit infliger 2 dégâts supplémentaires ou je vole un prestige à mon adversaire. Là, je vais jouer 2 dégâts supplémentaires pour faire passer de 2 à 4 avec mon Argument Mordant. Et ensuite, je suis à 4. Ce joueur-là ne peut pas jouer grosso modo de défense parce qu'ils n'ont pas de défense et les citoyens, ils n'ont rien du tout. Eh bien, je peux tout de suite, voilà, j'ai séduit le citoyen. À moi de choisir ce dont je veux en faire. Soit je le brûle, donc en fait je le mange, je le vide de son sang et je récupère 3 gouttes de sang sur mon personnage, ça ne sert à rien, il est à 6. Ou alors je l'attache et je gagne +1 en griffure, c'est-à-dire mon attaque de griffure qui était à 1 avec l'Ixu va passer à 2 directement. Et quand on attache, on met ça directement, hop, sous la petite carte, directement là-dessus. Quand vous allez tuer un citoyen, ça va dans la défausse bien évidemment, ça se retrouvera directement, voilà ici, là c'est notre petite défausse. Quand vous tuez un citoyen, vous allez gagner un point de prestige. Si on vous dit le contraire, vous ne le gagnez pas, mais vous le gagnez. Vous le mettez dans votre cabale. Et quand un personnage de votre coterie attache un servant, vous gagnez +1. Donc vous voyez, vous allez gagner un autre point puisque votre cabale vous permet de gagner +1. Donc à vous maintenant d'essayer de voir, ça c'est plus sympa, je vais essayer d'avoir le maximum de servants pour augmenter mon pool. Mais à côté de ça, l'autre joueur va pas être naïf. Dès qu'il va trouver un servant citoyen, il va vous le prendre avant pour justement essayer de vous éviter de le séduire pour vous donner des points gratuitement. Vous pouvez bien évidemment attaquer des divisions spéciales qui se trouvent ici. Mais aussi, le plus intéressant, c'est d'attaquer des vampires. 2 cas de figure. Si vous attaquez un vampire qui se trouve comme vous dans la rue, pas de problème, vous inclinez votre vampire, vous refaites la même chose, vous dites que j'attaque ce vampire, je joue une carte face cachée, le défenseur, lui, va pouvoir choisir un bloqueur pour dire « bah non, finalement, je vais bloquer avec cette créature, je vais jouer une carte de défense face cachée ». Vous révélez les 2 cartes et ensuite vous faites les attributs des cartes qui se trouvent sur les caractéristiques des vampires. Vous faites ensuite le prorata des 2. Si vous arrivez à infliger des dégâts, par exemple, vous mettez 3 dégâts vous mettez 1 dégât par exemple de griffe au prédicateur qui se trouve avec 0 bouclier et qui a 0 en griffe, vous lui infligez un dégât. Donc vous lui mettez, hop, un petit dégât comme ça. Par contre, s'il y a 2 en griffe et vous infligez 1, il ne se prend pas du tout de dégâts. Donc ça, c'est un peu classique de toutes les créatures, etc. que vous allez avoir. Par contre, si vous voulez attaquer dans la base, dans le refuge, du vampire malkavien qui se trouve ici, vous allez devoir défausser une carte au préalable, ce qu'on appelle l'intel. L'intel, pourquoi? Puisque quand vous attaquez dans un refuge, vous avez +1 en secret. Le secret, c'est un peu, il faut le voir comme étant les informations cachées. Et l'intel, c'est les informations que vous avez pour pouvoir justement traquer le vampire. Vous savez où se trouve le refuge, etc. Chose qui est assez
intéressante, c'est qu'à 2 joueurs, bon, vous êtes obligé de le faire parce qu'il n'y a pas de personne à côté. Par contre, à 3 et 4 joueurs, un des joueurs autour de la table, pardon, peut dire, bah tiens, je défausse une carte pour toi, tu n'as pas besoin de défausser la carte et tu peux attaquer. Pourquoi il fait ça? Parce que il aime pas le joueur ou alors parce que ça l'arrange aussi, il est le rival de lui, du coup voilà, il a moins de points de sang, ça l'arrange que vous le butiez pour qu'il soit out de la partie. Et vous faites la même chose, sauf qu'à l'intérieur, vous attaquez un groupe et que l'ensemble des personnes peut choisir un vampire pour dire bah non, c'est lui qui bloque. Dans les rues, vous allez avoir des groupes voilà, peut-être de 1 ou de 2. Et par contre, dans la coterie, dans le refuge, c'est un pool en fait où se trouve l'ensemble des vampires. Ah, là, vous allez avoir pas mal de défenseurs qui vont pouvoir intervenir. Donc à vous de faire quand même attention et d'attaquer le refuge quand bon vous semble. Une des actions que vous pouvez faire aussi sont les actions de conspiration. Alors ça, moi j'adore. Les actions de conspiration, c'est quoi? Quand vous allez jouer une action de conspiration, vous allez déjà prendre note de la carte, mais uniquement vous allez la lire comme ça, et vous allez la jouer face cachée, et vous allez mettre un point comme ça d'influence, qui vient de votre banque, encore une fois, qui ne vient pas de la réserve directement là-dessus. Le point d'influence, il dit quoi? Il dit que, à un moment donné, comme un Netrunner avec les agendas que vous mettiez en termes de points, dès qu'à un moment, vous allez avoir le maximum de points alloués, 4+, 3+, etc., vous allez retourner la carte et faire l'effet à l'ensemble des joueurs. Sauf que la petite subtilité quand vous jouez des cartes de conspiration, c'est que vous pouvez montrer la carte conspiration à n'importe qui autour de la table, mais secrètement. C'est-à-dire que pour le joueur 2, si on est à 4 joueurs, je peux lui montrer. Le joueur 2 prend note, il fait « Ah ouais, cette conspiration, elle est un peu chiante, j'ai pas envie de me la prendre. » Et bien tout de suite, s'il veut pas la prendre, il va pouvoir mettre un pion qui vient de sa réserve là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, quand vous allez faire vos comptabilisations sur la carte, vous allez la révéler, vous allez dire ok, à l'intérieur, bon moi j'y étais parce que c'est normal, mais il y avait aussi le joueur jaune. Par contre, l'effet, ça va être pour le joueur noir et aussi pour le joueur bleu. Donc démerdez-vous avec ça, j'ai pas voulu vous la montrer. Et c'est là où on va passer sur une phase de négociation. C'est-à-dire que le joueur peut vous dire tiens, vas-y, montre-moi ta conspiration, s'il te plaît, j'ai un peu peur. Et puis, la prochaine attaque que tu fais sur un refuge, promis, moi, je me défausse une carte, il n'y a pas de problème. Si vous faites des promesses, vous êtes obligé de les honorer. Par contre, voilà, vous ne pouvez pas dire, non, je t'ai carotte, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est pas possible, vous êtes obligé d'honorer. Et c'est là où on va avoir ce conflit de diplomatie, on va avoir les coups à travers la veste, etc. qui se posent. Donc ça, moi j'adore. Les cartes de complot, c'est génial. Et on a bien évidemment des cartes en plus qui sont des conflits d'influence. Les conflits d'influence ainsi que les cartes de conspiration, je le rappelle, sont des actions. Les actions recommandent d'avoir un vampire pour pouvoir activer le vampire et jouer la carte. Si vous avez les 2 vampires comme ça, vous ne pouvez pas jouer de carte, c'est pas possible puisque ce n'est pas une action libre, je le rappelle. Les actions d'intrigue vont vous permettre de poser une question autour de la table qui est régie par rapport au ruling de la carte. C'est-à-dire que le conflit d'influence ici me dit que chaque joueur doit-il gagner 3 points d'influence? Vous posez la carte et vous allez faire votre maximum d'influence. L'influence va être comptabilisée avec l'influence que vous allez avoir sur votre meneur, mais aussi les différentes influences qui peuvent se trouver de part et d'autre sur vos vampires. Vous ne comptabilisez pas les jetons 0 influence que posséderait un vampire, et vous donnez votre voix. C'est-à-dire que là, dans cet exemple, je peux dire moi oui pour une voix. L'autre joueur numéro 2 peut dire moi non pour 0 voix parce qu'il n'y a personne en influence, il a tout à 0 et il a perdu par exemple l'influence du Malkavien, voilà, il l'a plus. Le joueur numéro 3 peut dire moi oui pour 1 d'influence et le joueur numéro 4 peut dire moi non pour 2 influences. À un moment donné, donc avant bien évidemment de donner le oui et le non, vous allez pouvoir secrètement mettre des pions qui viennent encore une fois de votre réserve, des pions d'influence secrètement dans votre main. Ça va augmenter l'influence de base que vous allez avoir, mais pas tout de suite. Vous l'annoncez pas tout de suite, vous l'annoncez à la fin, où tout le monde va révéler en fait le point caché. C'est-à-dire que mon oui de 1 qui était ici peut être finalement un oui total qui est un 3. Le non à côté de 0 peut être finalement un non qui était à 3 ou à 5, puisque dans son point il l'a fermé, il peut mettre autre chose. Le oui qui était à 2 précédemment peut être un oui à 2 parce qu'il a mis 0, il ne veut pas dépenser parce que son sang déjà c'est la merde, il ne veut pas perdre en plus. Et le 3 ici qui était un non peut être un 3 avec un 0 parce que voilà, il a déjà mis son influence et il ne veut pas. Donc vous voyez, ça peut être aussi des promesses en disant voilà, le prochain conflit d'influence, il n'y a pas de problème, je te mettrai un vote oui sans souci avec un 1, pas de souci là-dessus. Ça peut être aussi ça, il n'y a pas de problème. Vous comptabilisez. Pour les oui, il y a par exemple 7 pions d'influence. Pour le non, il y a 6 pions d'influence. C'est le oui qui l'emporte. Le clan qui gagne donc de part et d'autre, la réponse, vous perdez directement vos tokens
d'influence. Vous les remettez dans votre réserve ici générale et vous faites l'édit action. Par contre, si c'est le clan opposant qui perd, donc il a dit non et c'est finalement oui qui sort, lui ne perd pas ses jetons influence qui se retrouvent ici, ils reviennent dans sa petite dépouille, voilà, c'est un peu la compensation en disant bah tiens, on n'a pas pu gagner l'influence, bon, c'est pas tellement grave. Ça c'est vachement génial et c'est ce qui rapporte un tout petit peu le côté de VTES auparavant, on essaie de discuter, de faire des votes, etc. Le petit truc un peu plus à l'intérieur, c'est justement, comme je vous l'ai dit, des titres que vous allez avoir. Des titres comme celui-ci, le Prince de la Cité, qui va être convoité par tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une carte super forte. Mais quand vous allez convoiter le Prince de la Cité, chaque joueur peut faire une attaque contre vous en réaction pour essayer de vous détruire. Quand vous détruisez quelqu'un avec le Prince de la Cité, vous pouvez gagner le titre. Donc il y a plein de coups de Trafalgar à faire, c'est génial. Le vampire, quand il n'y a plus de points de vie à l'intérieur, il ne meurt pas. Il ne meurt pas, pourquoi? Parce qu'il tombe en torpeur. Quand il tombe en torpeur, vous mettez un de votre réserve générale et vous le mettez ici, il se régénère. À la fin de la phase finale, d'ailleurs on va passer à la phase finale, vous faites les actions de torpeur. Vous prenez un ici du pool général et vous le remettez ici. Il se régénère quand il arrive à 3, il a ses points de vie et il revient dans le refuge. Mais par contre, il reste tout le temps comme ça en torpeur. Quand il est en torpeur, il y a plein de choses qui vont changer. À la fois, son statut, ce n'est plus un toréador, et à la fois, son iconographie et son action, c'est une carte qui est neutre. Il n'y a rien du tout, on sait que c'est un vampire, mais il est là en torpeur, il reste, tant qu'il ne se remet pas en question, voilà, entre guillemets, il ne reviendra pas. Vous avez la régénération, vous pouvez défausser des cartes pour justement remettre un aussi là-dessus, à équivaut de une carte défaussée pour chaque vampire où vous voulez améliorer. Vous avez les effets de fin de tour, bon ça c'est commun à tout le monde, les antagonistes qui vont vous taper dessus par exemple ici, et ensuite vous avez la fin de tour où vous piochez deux cartes, soit vous piochez deux cartes ici vous faites un micmac, voilà, il n'y a pas de souci majoritairement dessus. Un nouveau tour commence, vous remettez une carte directement là-dessus. Si c'est votre tour de jeu, les cartes qui étaient dans la rue tapées, vous les détapez, vous les remettez dans votre refuge, donc ils reviennent dans votre refuge pour refaire autre chose à côté. Un nouveau tour commence, etc. etc. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des effets d'aggravement lors des dégâts. C'est le cas ici de la division des affaires spéciales qui va vous mettre par exemple un dégât aggravé. Si le dernier dégât que vous prenez ou si l'ensemble des dégâts sont un dégât au moins d'aggravé, là vous ne tombez pas en torpeur, vous tuez, vous brûlez en fait directement, littéralement, pas la carte parce que ça n'a pas de sens, mais vous brûlez littéralement en fait le vampire et il sort de la partie, il ne reviendra pas. Donc vous voyez que là déjà, vous vous retrouvez potentiellement avec un vampire où précédemment il était en torpeur mais il allait pouvoir revenir pour justement refaire sa garde. Mais là, non, c'est compliqué, il ne sera plus là. Donc essayez de voir vraiment les dégâts aggravés ou vous essayez de pas trop prendre des dégâts, ou alors quand vous le prenez, vous essayez justement à ne pas perdre avec ce dégât, sinon vous perdez directement la partie si vous n'avez plus personne autour de la table. On finit avec le deck building et je finirai là-dessus, ça a été quand même un gros morceau, mais il était important de le faire pour que vous ayez un peu l'essence de la chose. Quand vous allez construire votre deck, vous allez, et ça c'est un petit peu le couac que j'ai moi avec là-dessus, vous allez voir pourquoi, c'est que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 7 en fait vampires, donc 2, vous voyez, 4, 6, enfin voilà, il y en a 7 ici, là. Vous allez pouvoir choisir votre leader, etc. sans problème, et vous allez surtout pouvoir mixer Toréador avec Ventrou, avec Malkavien, etc. C'est un peu un... Ouais, moi je trouve pas ça foufou, j'aime pas trop ça, mélanger un peu les factions, j'avoue, j'aime pas trop jouer à ça, mais bon, pourquoi pas. Et votre deck va être aussi de 40 minimum et 60 cartes au maximum. Et dans ces decks, en fait, vous allez pouvoir mettre des conspirations, puisque dans le deck préconstruit, c'est vraiment lié au personnage, donc ça, c'est assez sympa. Mais par exemple, ils n'ont pas de conspiration, les Toréadors, ils jouent plus sur la séduction, l'influence, etc. Eh bien, vous allez pouvoir faire un deck Toréador avec de l'influence et de la conspiration, mais pas de tatane. Vous allez pouvoir faire un deck Toréador qui va prendre aussi les Blucha qui vont taper et avoir de l'influence. Vous allez pouvoir mixer 2 trucs, 3 trucs. Prenez en considération que si vous jouez des cartes Malkavien et que vous n'avez pas de clan Malkavien encore sur la table, vous ne pouvez pas jouer cette carte, ça ne sert à rien, c'est pas possible de la jouer. Par contre, dès lors que vous avez un vampire Malkavien, là vous pouvez régir de son iconographie, etc. sans gros problème. Et vous avez plein de trucs, je vais vous montrer, ensuite je finirai là-dessus. Vous avez différents refuges supplémentaires, moi j'adore, les illustrations, franchement il y a des trucs super sympas, comme des trucs hyper dégueulasses à l'aquarelle comme ici. Vous voyez, moi j'aime pas trop ce style-là, je préfère le style un peu comme ça, là, où on est un peu, voilà, rétro-in, etc.
et un peu pesant. Voilà, le système un peu pesant me manque un peu dans ce vampire. Ouais, mais différentes cabales supplémentaires, ouais, ça, elle est géniale. Moi, j'adore cette illustration. Ça aussi, l'hôtel est génialissime. Le restaurant, pardon. On sent vraiment l'ambiance pesante. J'aurais aimé avoir des trucs comme ça, en fait, des situations bien pesantes, etc. D'autres vampires qui vont pouvoir rejoindre votre lignée. Voilà, des punks en plus. Voilà, mais ça, c'est dommage. Les toréadors, ils les ont foirés. Regardez, ça, c'est de la merde, ça, quand même. Ça, l'illustration, moi, j'aime pas à la coréenne. Ça, c'est pourri. Ça représente pas, mais voilà, des fusillades en plus. Enfin, je vous spoil pas trop, mais il y a énormément de trucs à faire avec les decks préconstruits déjà, et énormément de trucs à faire quand vous allez construire votre deck. Allez hop, on revient et je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors on commence bien évidemment par les choses que j'ai aimées dans ce Vampire Rival, à savoir les points positifs. Premier point positif, c'est un jeu qui est super accessible et qui vous permet de faire des parties franchement en 20-25 minutes quand vous êtes à 2 joueurs et bien évidemment à au-delà quand vous êtes à plusieurs joueurs. C'est un jeu qui est très accessible, un tour de jeu est très rapide, vous l'expliquez, tout le monde comprend. Ensuite la difficulté bien évidemment comme dans les jeux de cartes va résider dans le fait de connaître son deck et de temporiser un tout petit peu ses cartes, mais qui font partie intégrante de l'ascension et de la replay value qui est assez forte ici en point positif d'ailleurs, qui va vous permettre de jouer vraiment de très grosses parties avec déjà les decks préconstruits. Ce sont vraiment de très bons decks préconstruits où chaque classe va avoir, enfin chaque caste vampirique va avoir bien, son gameplay directement attitré. Les toréadors sans conspiration vont pouvoir jouer avec la beauté et la séduction. Les Blucha, eux, vont pouvoir jouer avec la brutalité féroce et mettre des pains partout. Les Ventrous, quand vous allez faire des conflits d'influence, ça va être un peu compliqué de passer au-dessus parce qu'ils ont vraiment une forte influence autour de la table, ainsi que les Malkaviens, eux, qui vont faire des dégâts mentaux, etc., qui vont jouer sur plein de conspirations, plein de cartes face cachée autour de la table. Vous allez dire, mais attendez, mais vous complotez partout, comment ça se passe? Il faut voir les cartes, j'y arrive plus. Donc voilà, 4 gameplays totalement différents avec une bonne replay value à l'intérieur. Ce que j'ai vraiment aimé aussi à l'intérieur de ce jeu, c'est le côté synergie que vous allez avoir avec les différents vampires. On peut vous soutenir des attaques en défaussant des cartes pour justement aller taper l'autre parce que voilà, on a envie, on s'en fout. Vous allez avoir l'aspect politique, diplomatie autour de la table lors des conflits d'influence. Ah mais moi j'ai pas envie que tu gagnes 3 donc ça va être non. Non, moi c'est bon, j'ai envie, je lui ai promis, en plus ça sera un oui. Donc il y a plein de petites choses à faire là-dessus et c'est là où ça a épuré par rapport à Vampire The Eternal Struggle où auparavant, quand vous mettiez une carte potentiellement, j'étais en train de réfléchir, mais potentiellement, parce que je regarde un peu ce que j'ai vu sur Vampire dans mes précédentes parties, j'ai pas pu faire, mais j'ai vu des parties se dérouler qui sont très longues encore une fois, et c'était des cartes qui étaient contestables, c'est-à-dire bloquables, où chaque action pouvait être contestée en disant « bah non, t'attaques, mais j'ai pas envie que tu l'attaques ». Et ça c'est chiant, parce que quand vous pouvez pas déployer votre jeu, etc. Là, rien n'est contestable, c'est super rapide, fluide, vous jouez vos cartes, personne vous dit « non, stop », à part quelques effets de cartes, on vous dit « bah non, finalement tu fais pas ça, machin », mais c'est voilà, très minime. Et ça nous permet d'avoir un jeu un peu plus dans l'air du temps maintenant, très stylé, très épuré et très tactique. Et il n'en demeure pas moins très tactique. On retrouve surtout l'univers en point positif vraiment à l'intérieur de Vampire, avec les différentes castes vampiriques, avec ce côté influence, avec des effets qui poussent des fois sur de l'érotisme, avec une petite dentelle qui pourrait descendre, mais on sous-entend qu'il va y avoir un petit acte sexuel à côté, avec voilà, des canines qui vont ressortir, tout un sentiment de sexualité qui caractérise aussi l'univers vampirique, mais aussi le côté sanglant avec voilà, des étranglements, avec des giclées de sang, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé la D à l'intérieur et l'univers qui l'en ressort. Et les différents modes de gameplay où vous pouvez perdre en ayant 0 point de pouvoir de sang, vous perdez, vous mettez fin à la partie. Si on vous détruit, vous perdez directement aussi la partie. Donc il y a plein de stratégies, le gameplay est super intéressant, c'est très fluide, moi j'ai vraiment adoré ce côté-là du jeu. Ce que j'ai moins adoré maintenant à l'intérieur, moi, du jeu, on commence déjà par, vous savez, moi les livrets de règles, c'est l'ossature du jeu. Et celui-ci, je reprends la rentrée avec des vidéos et c'est vraiment un truc que j'ai lu qui m'a peiné, ça m'a fait chier de le lire. Pourquoi? Parce que pour un jeu de cartes, j'estime qu'aujourd'hui, il y a uniquement FFG qui sait faire de très bons livrets pour arpenter les jeux de cartes en vous donnant un livret qui est le glossaire et les notions, et un livret qui vous permet de jouer directement avec vos decks. Là, on a trop de notions, il n'y a pas beaucoup, je vous montre, c'est beaucoup de lecture, il y a 20 pages, très peu d'exemples. Le peu d'exemples, c'est ça, et on vous donne à chaque fois un exemple écrit. En fait, pour rentrer dedans, c'est compliqué. Et le jeu est très simple, encore une fois. Quand vous l'expliquez à quelqu'un, c'est super simple, c'est 5-10 minutes, gros max. Mais quand vous lisez ça, vous revenez, vous dites « ouais, mais attends, moi, j'ai pas tellement compris ça. Alors, est-ce que je peux jouer des cartes uniques ou alors c'est compliqué » ou voilà, c'est mal foutu. Ça à revoir. Très sincèrement,
Prenez exemple sur FFG directement, hein, copiez-les. Je sais que les mecs, les éditeurs aiment pas trop dire ah non mais moi on copie pas sur l'autre. Non mais copiez-les si c'est mieux. Et pour arpenter les jeux de cartes, c'est mieux de faire un truc comme eux. Donc vous prenez la même chose, vous faites pareil et on pourra arpenter directement les jeux de cartes sans passer 1 heure à faire des rollbacks sur les allers-retours des livrets de règles en disant mais ça j'ai pas compris, ils veulent dire quoi là-dessus. Une structure de tour, bah, ça manque d'exemples, on veut avoir vraiment une grosse image dans un j'ai fait ça en 1, en 2. Voilà, structurez quand même votre jeu parce que, encore une fois, messieurs, nous on n'est pas dans votre tête et c'est compliqué. Des notions qui peuvent être simples pour nous, peuvent tout de suite prendre eh bien, une catastrophe assez soudaine. L'autre point négatif que j'ai à l'intérieur de jeu, c'est sur le côté, on va dire, préparation de cartes. J'aime pas trop appeler ça deck building parce que vous préparez juste votre paquet de cartes et vous le mettez directement en amont. Mais c'est l'aspect deck building que vous allez avoir en amont. Le problème que j'ai, moi, c'est de tout mélanger sur les castes de vampires. J'aime pas ça. Je suis pas puriste, pur. Mais j'aime pas, en fait, mettre des toréadors avec, pourquoi pas, voilà, des malkaviens, parce que il y a des clans qui ne se blairent pas en fait directement dans l'univers de vampires et qui ne s'allient pas de par nature. Voilà, les ventrous vont jamais se mettre avec des Nosferatu, je sais pas quoi, parce que bah, c'est la caste la plus pourrie du truc, donc ils s'en foutent, ils sont très moches. Donc voilà, les toréadors, eux, vont pas se mettre dedans parce qu'ils sont chums aussi. Donc voilà, il y a ce côté-là où tout mélanger en vampire, bah, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que quand nous on a fait des parties, on en a fait une vingtaine, etc. Donc il y a une bonne replay value, encore une fois, que j'accentue dessus. Mais quand on a fait nos parties, on a voulu se mettre à chaque fois dans un clan et ne pas bouger en disant bah, je joue le clan des toréadors, c'est les toréadors, et je mixe au-delà de ça, voilà, ma cabale, etc. Vous pouvez mixer toutes les cabales, tous les refuges, il n'y a aucun problème. Certains vont être assez combo avec d'autres, mais bon, vous faites comme vous voulez, donc ça c'est sympa aussi. Mais quand vous mélangez des Blucha avec des toréadors, alors effectivement, vous allez avoir des combos de cartes, vous allez même avoir un méta qui va se mettre dessus, ça c'est sûr et certain. Mais moi ça m'a dérangé, ça m'a juste dérangé parce que bah voilà, dans un univers un peu... C'est comme si on vous disait, je sais pas, Freezer s'allie avec Goku, c'est le cas. Mais moi ça me dérange parce que c'est deux antagonistes et ils se mettent pas dessus, ils se mettent en fait dessus à taper. Mais c'est comme si vous mettiez dans une équipe Sangoku avec Cell, avec Freezer, ça n'a aucun sens. Et Majin Buu, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. D'ailleurs c'est même ce que prend des Dragon Ball Super en ce moment. Mais voilà, moi ça me dérange. Très personnellement c'est un truc qui me dérange un peu. Le point négatif que j'ai aussi à l'intérieur c'est l'inégalité du caractère design que vous allez avoir à l'intérieur. Vous avez des illustrations qui sont vraiment topissimes. Moi, je suis tombé amoureux des illustrations parce que c'est la même, c'est Amy Wilkins. Amy Wilkins, si tu regardes cette vidéo, sache que tu es un fervent admirateur de ton travail. Et d'autres aussi, hein, qui sont The Creation Studio, qui sont vraiment très très top. Et j'ai du mal avec, je vais vous dire ça, j'ai du mal avec les illustrations de Drew Tucker. Pourquoi? Parce que les illustrations de cet illustrateur ne me parlent pas tellement et on n'a pas ce sentiment... Voilà, on a en fait un style graphique qui est proche de l'aquarelle et moi j'aime pas ça. Donc c'est dommage d'avoir en fait une inégalité et une non-harmonisation dans l'univers vampire qui se trouve ici. Donc je sais qu'auparavant c'était pareil, dans VTES on avait des trucs assez très macabres et très chelous, très space, et on avait des trucs très épurés. C'est à peu près le même cas ici, et pourquoi pas, mais moi ça me parle pas trop, donc voilà, c'était un truc que je voulais noter, mais il y a de formidables illustrations, il y a des trucs de ouf, tous les profils des personnages là, que ce soit les ventrous, les toréadors, tous les gros leaders entre guillemets qui ont 6 points de sang, sont superbement bien designés, et moi j'adore, c'est vraiment un côté où on sent vraiment l'ambiance un peu pesante. Mais, et c'est l'un de mes derniers points négatifs, on n'a plus cette ambiance pesante, angoissante, anxiégène de justement le tout premier vampire où quand on jouait sa carte, on disait « Waouh, il y a tout un truc qui se forme autour de la table » et on se dit « Ah ouais, là, il y a vraiment voilà, ce vampire-là, il est un peu chelou, il instaure une certaine peur. » Là, on a un côté qui est super flashy, qui est super glossy et qui manque... Au-delà, bien sûr, des spécificités liées sur la sexualité, sur l'érotisme que vous allez avoir, et qui est sympa, encore une fois, hein, moi j'ai vraiment adoré quand voilà, on voit que la séduction, le mec pousse un peu sa dentelle, on se dit « Ah tiens, il est en train de le séduire pour juste le mordre après ». Ça c'est sympa, bon, ça nous permet de rentrer dedans, mais il manque une certaine noirceur, et il manque un côté peut-être... illustration très contrastée et un peu plus pesant, très trash à l'intérieur. Alors, ce qui me permet, moi, de rebondir là-dessus, parce que j'ai pu voir les deux extensions qui devraient sortir, vous pouvez les trouver sur Internet sans problème, vous pouvez trouver déjà des cartes, etc., qui sont la première avec les Tremere et les Thin Blood, et là, sur les cartes que j'ai pu voir,
qui sont en traduction d'ailleurs chez Origames, donc ça va sortir aussi en français, ne vous inquiétez pas. Mais là, le truc que j'ai pu voir, bah, c'était un peu plus pesant. C'était moins d'aquarelle de ce que j'ai pu voir. Donc je suis content, parce que moi, l'aquarelle, j'aime pas trop, et puis voilà, ça me permet de rentrer un peu plus dessus. Et les Thin Blood, c'est pareil. Donc on a ce sentiment un peu plus angoissant maintenant. Et on a les Gangrel, qui est la deuxième avec les Nosferatu. Et ça encore, ben c'est d'autant plus meilleur. Donc j'ai l'impression qu'on est comme sur Netrunner où le corset, ça allait. Il y avait des trucs qui allaient pas, mais globalement ça allait. Et chaque extension paquet va vous donner en fait un peu plus d'illustrations, un peu plus balèze. Donc moi je suis content si ça prend ça. De toute façon, moi je vais suivre ce jeu. C'est l'un des jeux que je vais suivre parce que j'ai vraiment adoré et j'empiète un peu sur la conclusion. Mais voilà, hein, grosso modo, pour les points négatifs, un livret vraiment aux fraises, parce que il va falloir le relire, etc. Et c'est chiant, c'est pour ça que je me suis un peu accentué sur la vidéo pour que vous compreniez un tout petit peu là-dessus. Un deck building qui, moi, me dérange parce qu'on mélange l'ensemble des vampires, mais il n'est pas voilà, exclu d'avoir une certaine méca entre deux vampires, donc ça, c'est tout à fait normal, mais c'est uniquement pour moi, parce que c'est uniquement mon avis, là, pour le coup. Un système de design d'aquarelle que j'aime pas trop, et puis voilà, ce système-là où on a des us et coutumes qui, moi, me donne pas cet univers un peu macabre et pesant qui caractérise un peu Vampire. Quoi qu'il en soit, en conclusion, est-ce que c'est un bon jeu ce Vampire Rivals? Oui, c'est un excellent jeu de cartes. Moi j'en avais un, j'avais Netrunner que j'ai abandonné. D'ailleurs, je salue au passage Ludo ainsi que Reda s'ils regardent cette vidéo et l'ensemble des joueurs auxquels j'ai pu jouer à Netrunner. Mais après Netrunner, j'ai eu du mal à me mettre sur des Game of Thrones, sur du Star Wars, parce que je retrouvais pas en fait la même fibre et la même essence qu'un Netrunner avec des cartes face cachée, du bluff, etc. Et force est de constater ici, je retrouve pas totalement le même goût que Netrunner, mais en tout cas, ça m'a donné envie de m'y intéresser et de me caler, de poursuivre et de faire, si j'ai le temps, vraiment des tournois comme un Netrunner auparavant. Pourquoi? Parce que je sens qu'à 2 joueurs, c'est super sympa à jouer, mais à 3 et 4 joueurs, c'est encore meilleur parce qu'il y a, bah voilà, quand vous allez faire des conflits, bah là, c'est là où ça va prendre toutes les sorts à la diplomatie. À 2 joueurs, c'est pas qu'on est limité, mais on va essayer de faire payer à l'autre en essayant de bluff, donc ça marche bien. Heureusement qu'il y a cette notion-là. Mais à côté de ça, on va essayer de s'allier. Bah tiens, tu m'as dit, toi, que tu allais convenir d'un vote influent. Bon, t'oublies pas, hein, tu viens ce tour-ci, il va dire, ouais, il n'y a pas de problème, puisqu'on est obligé d'honorer sa promesse. Donc voilà, ce côté-là, diplomatie, à 3 et 4, ça doit être encore un peu plus génial, et c'est sûr que ça l'est. Mais c'est un excellent jeu. Si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez des jeux hyper rapides, parce qu'à 2, il se joue très très vite, et il n'en est pas dénué de gameplay et de frénétique, et surtout d'action que vous allez pouvoir faire, et de replay value qui est assez forte, notamment quand vous allez construire votre propre paquet de cartes. Donc encore une fois, ça j'insiste, tout le sel du jeu réside dans la préparation de ces paquets. En plus, vous allez avoir 2 paquets rouges et jaunes, donc à la fois faire votre deck d'action et le deck vampire. Donc vous allez pouvoir avoir une synergie sur vos 7 vampires de base, donc ça c'est très sympa. Donc voilà, vous allez vraiment kiffer le jeu si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez ce système un peu comme moi de Netrunner. Ça ressemble un tout petit peu à Game of Thrones, si on le compare un tout petit peu avec les intrigues, machin, voilà, mais ça ressemble un peu, c'est pas ça. C'est différent du premier Vampires The Eternal Struggle. Donc si vous êtes comme moi, amateur d'univers vampire, et que le tout premier Vampire, bah, voilà, c'était compliqué d'y jouer parce que c'est ancien, parce que trouver des joueurs c'est chaud, parce que les parties sont interminables, parce que tout est bloquable, parce qu'il y a une iconographie de ouf, et il y a un ruling de ouf. Celui-ci, vous allez adorer. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé mes parties, et il rentre tout de suite dans ma collection, donc dans les prochaines vidéos, vous allez le voir directement à côté, c'est sûr et certain. Je le rappelle, Vampire Rival chez Origames Renegade France, Renegade Games, pardon, et France aussi, pour une 50aine d'euros de 2 à 4 joueurs, ça va sortir là prochainement, fin septembre, octobre, directement, c'est dans les cargaisons, ça arrive. Et puis, bah, si vous êtes sur Paris, avec grand plaisir, on fait des parties comme ça, sans souci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à prendre le lien, je le répète, voilà, Philibert que vous allez avoir pour pouvoir vous acheter le jeu. Et moi, à côté, ça m'aide aussi parce que ça me permet de faire des choses à côté avec le pourcentage que je récupère. Et puis d'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Allez, ciao, ciao.